Demain, la mode, ce sera une expérience assez inédite dans les magasins, dans la façon de consommer. Demain, la mode, pour moi, ce sera probablement plus d'éthique. Demain, la mode, ce sera, j'espère, une conscience environnementale renforcée. Demain, la mode, j'espère que ce sera encore beaucoup le plaisir. Que se passera-t-il demain dans la mode ? À quelle transition ou même révolution faut-il s'attendre ? Qu'elle soit écologique, sociale, technologique, environnementale ou politique ? Je m'appelle Stéphanie Renouvin et je serai la voix de la Fédération pour interroger des entrepreneurs, des experts, des passionnés. Chacun des invités nous donnera sa vision du futur, sans boule de cristal, mais bien selon sa propre analyse du présent. Demain la mode, le podcast de la Fédération française du prêt-à-porter féminin. Dans le podcast Demain la mode, je demande une femme, ancienne ministre devenue entrepreneuse, qui aurait le cœur et l'esprit ouverts sur le monde et qui œuvrerait pour le secteur qui nous intéresse. C'est un sacré profil, hein. Et puis j'ajoute aussi que vous la connaissez tous. Elle est experte en digital et depuis longtemps, soutient l'industrie culturelle française et crée des passerelles entre la France et la Corée, où elle est une immense star. C'est bien sûr Fleur Pellerin. Bonjour Fleur Pellerin. Bonjour. Vous avez quitté le ministère de la Culture en 2016 et très vite créé le fonds d'investissement Corelia Capital. Et puis lancé en octobre 2023 Corelia Brands. C'est un fonds dédié au lifestyle et à la mode. C'est un secteur en crise, on le répète assez ces temps-ci. Qu'est-ce qu'il faudrait pour inciter des fonds comme le vôtre, par exemple, à investir plus dans ce secteur qui demande qu'à se transformer ? Alors nous, la raison pour laquelle on a décidé de se mettre sur plutôt le segment premium, c'est-à-dire qui va du affordable luxury jusqu'au vraiment au luxe, c'est précisément parce que ce secteur qui est plutôt premium est beaucoup plus résilient. Vous voyez les performances des grands acteurs français bien connus du luxe, ce sont des acteurs qui ont vu leur performance croître avec beaucoup de constance au cours des dernières années, même s'il y a des ralentissements sur le marché chinois, etc. Mais ce sont quand même des entreprises qui font de très très beaux résultats. Et on pense que sur ce segment premium, outre une meilleure résilience, c'est-à-dire une meilleure résistance dans des périodes de retournement de cycle économique, il y a aussi une autre chose qui nous paraissait importante, c'est justement ce dont je parlais, la durabilité, la notion d'impact sur des marques évidemment qui ont davantage de marge et qui pratiquent des prix un peu plus élevés. Il y a beaucoup plus de potentiel et de possibilités d'agir sur la qualité, la durabilité des produits. Nous, on s'inscrit un peu en faux contre tout ce les acteurs qu'on voit arriver aussi sur le marché français de la fast fashion, qui nous paraissent pour tout un tas de raisons à la fois environnementales mais aussi sociales et de gouvernance des contre-modèles. Donc je vais pas les citer, mais enfin vous les avez tous en tête. Oui. Donc nous on pense que cette approche de la consommation n'est pas saine. Et au-delà de soutenir des marques, on pense qu'il faut aussi un peu éduquer, je pense, le public à avoir une meilleure compréhension des enjeux à la fois environnementaux, de droit du travail, de droits fondamentaux, et faire en sorte qu'on puisse rendre accessible au plus grand nombre des produits qui sont des produits de qualité, qui sont durables, qu'on va garder plus longtemps et qui ont une meilleure empreinte carbone. Pour l'instant, on reste un peu dans le présent, mais vous inquiétez pas, on va bientôt se projeter. Et justement, on va parler des enjeux, des valeurs qui vont être importantes dans le renouvellement de cette conscience, notamment autour de la mode pour le futur. Petite question sur ce qui vous tient à cœur, c'est les passerelles entre la Corée et la France, notamment. En quoi ces deux pays peuvent s'apporter mutuellement en matière technologique, de savoir et de savoir-faire ? Et ce sont deux pays qui sont à la fois très différents, mais aussi très semblables. Pour des raisons qui sont à la fois culturelles, liées à l'histoire, liées aussi à la place de la technologie ou de la science dans ces pays. Donc c'est ça que je trouve particulièrement intéressant. La France est un grand pays qui a une tradition de recherche scientifique, d'algorithmique. On voit en ce moment les grands succès qu'on a dans les créations d'entreprises, dans tout ce qui est intelligence artificielle générative, par exemple, mais aussi tout un tas d'industries legacy, patrimoniales, dans le secteur des industries créatives et du luxe en particulier. On parlait tout à l'heure des grandes marques, mais ce sont des marques qui ont fait beaucoup aussi pour le rayonnement, notamment culturel, de la France à l'étranger. Et la Corée, c'est un pays qui a aussi beaucoup de traditions d'artisanat, avec des vêtements traditionnels, les hanbok, qui sont vraiment de très belles choses, une attention aux industries créatives, et on voit un succès qui en ce moment est vraiment très impressionnant de tout ce qui concerne le cinéma, la musique, l'entertainment, etc. Et donc, c'est
c'est un pays qui, grâce à cette politique de smart power, d'influence culturelle, a réussi à devenir un pays qui a une influence certaine en matière de lifestyle, de style de vie. Son style de vie est devenu désirable et donc aujourd'hui, ça nous paraît intéressant pour des marques françaises, par exemple, d'aller s'implanter sur le marché coréen parce que le marché en lui-même n'a pas une taille très différente de ce qu'est le marché français, mais c'est un pays qui, par son influence culturelle maintenant, en Indonésie, en Thaïlande, à Taïwan, en Chine même, va être un marché test intéressant et pourra éventuellement permettre à des marques, non seulement après s'être développées ou avoir acquis une notoriété en Corée, d'aller se développer dans d'autres marchés. Donc je dirais que le marché coréen, c'est un marché éduqué, sophistiqué en termes de lifestyle, mais qui est aussi un très bon test pour éventuellement aller s'implanter dans d'autres géographies en Asie du Nord-Est. Et donc c'est ça qui nous paraît très très intéressant. Donc il y a des connexions, il y a des synergies évidentes entre nos deux pays. Est-ce que vous pensez qu'à l'avenir, la mode aura une place immense dans les sociétés, et coréennes et françaises? La Corée est un pays où l'apparence, de manière générale, a un rôle extrêmement important et où la consommation, le luxe, la mode, l'habit, les accessoires sont très statutaires. Donc, ils révèlent quelque chose de ce que vous êtes dans la société. Je ne parle pas de jugement de valeur, je ne dis pas que c'est bien ou pas bien, c'est un état de fait. Et donc, c'est vrai que la mode, la cosmétique, vous avez dû lire aussi des articles sur la chirurgie esthétique, donc tout ce qui a trait à la manière dont vous vous donnez à voir socialement, c'est quelque chose qui est très important. Donc oui, la mode a un rôle extrêmement fort en Corée. C'est la raison pour laquelle des gens sont prêts à mettre des sommes assez importantes dans un sac. Alors c'est souvent les marques européennes, françaises, qui bénéficient de ça. Donc avoir un sac d'une grande marque patrimoniale française, c'est un achèvement, c'est un marqueur de réussite. Donc c'est très très important. Donc oui, je pense que c'est quelque chose qui va perdurer. Peut-être que c'est quelque chose qui va être un petit peu dans l'avenir, qui va un petit peu changer dans les paramètres vont un peu changer parce que pour l'instant, je dirais que les questions de soutenabilité, de durabilité sont moins présentes en Corée qu'en France dans les comportements de consommation. C'est peut-être quelque chose qui va venir influencer à l'avenir un peu plus les comportements en Corée qu'en France où ils sont déjà quand même assez marqués. Donc oui, je pense que c'est quelque chose qui a vocation à durer pour des raisons sociologiques, culturelles, historiques, mais qui va peut-être changer un petit peu de nature dans les années à venir et où le facteur impact, environnement va devenir probablement un peu plus marquant. Parce qu'en France, on est plutôt sur une tendance globale décroissante. Ça ne veut pas dire qu'on fait moins attention à soi, mais quand on achète, aujourd'hui, de plus en plus, on achète seconde main, par exemple. Il y a probablement un petit déphasage des cycles entre la France ou l'Europe, de manière générale, et l'Asie, où justement parce que, alors la Corée, c'est un cas un peu à part, parce que c'est une société c'est une démocratie plus jeune, c'est une société qui a eu un rattrapage économique extrêmement rapide, mais seulement depuis les années 70-80, et donc l'affluence financière, monétaire est plus récente, donc les comportements ne sont pas exactement les mêmes. Et c'est vrai que puisque le luxe ou le premium est statutaire, la seconde main n'était pas forcément très bien vue, même si parfois on peut pas déceler au premier regard si un objet est de seconde main ou neuf. Mais du coup, que ce soit au Japon ou en Corée, il y avait un peu de réticence, à part sur des catégories un peu vintage, etc. Mais il y avait un petit peu de réticence à cette consommation de seconde main. Alors qu'en France, on a vu se développer depuis quelques années, avec le succès de vestiaires collectifs, de Vinted, etc., des comportements qui sont beaucoup plus mus par des considérations de budget et de durabilité, mais aussi de budget. On pourrait dire que ça a commencé par des considérations de budget et que c'est en train de devenir une conscience écologique. Il y a un petit virage avec la jeune génération, notamment. Et je pense que maintenant, ces deux facteurs sont très, très importants. Là où, en Asie, le côté durabilité et vertueux n'est pas forcément encore très, très marqué et va sans doute s'accroître dans les années à venir. Est-ce que vous seriez une ambassadrice, justement, de cette nouvelle conscience? Alors, moi, je pense que j'achète 90% maintenant en seconde main. Depuis quelques années, j'ai commencé il y a peut-être 6-7 ans, mais je dois dire que maintenant, j'achète quasiment tout sur vestiaires, Vinted, etc. Donc c'est devenu vraiment pour moi la norme en fait, le standard. Donc je pense que je sais pas si je suis un exemple représentatif et tout en ayant évidemment un esprit un peu critique, c'est-à-dire que j'ai pu me demander aussi à un moment si finalement l'opportunité de la seconde main est-ce que ça ne renforce pas justement la fast fashion, parce que maintenant on se dit ok, j'achète un truc, je peux le revendre demain et ça a une valeur résiduelle, et donc est-ce que ça ne m'encourage pas à acheter des choses sans même trop les
désirer parce que je sais qu'elles sont liquides ou monétisables. Donc, je trouve que c'est très intéressant de voir les réflexions de Vestiaire, dont je suis d'ailleurs actionnaire à travers Corelia, qui est Bicorp, qui vraiment lutte à un message très très clair contre la fast fashion. Fleur parle ici de Fanny Moisan, fondatrice de Vestiaire Collective, que nous aurons la chance de recevoir également dans notre podcast et dont je vous invite à découvrir l'épisode. Quand on est investisseur, c'est forcément qu'on est un peu visionnaire puisqu'on fait un pari sur l'avenir, donc allons-y gaiement. Visons 2050, on en a déjà un petit peu parlé, mais dans les 30 années à venir, quels sont pour vous les plus grands changements, les plus grands défis à relever et les paris que vous faites dans ce secteur ? Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui vont se faire autour de tout ce qui est inclusion, diversité. On voit déjà, je trouve, des évolutions positives, notamment sur la question des corps, sur la question des grandes tailles, sur la question de la représentation de personnes d'origines différentes dans les défilés, à l'image dans les campagnes de publicité. Et donc ça, je pense que c'est un mouvement, on a fait beaucoup de progrès par rapport à il y a 20 ans. Je pense que c'est quelque chose qui va continuer. C'est bien parce qu'il faut que les gens puissent se projeter dans les images qui représentent ces secteurs du lifestyle. Donc ça, je pense que c'est une évolution qui va se poursuivre. En tout cas, il est souhaitable qu'elle se poursuive et de ne pas relâcher la pression parce que je pense que c'est pas forcément encore complètement naturel. Vous croyez beaucoup en la technologie, vous l'avez prouvé par le passé, donc vous faites partie de ceux qui sont plutôt enthousiastes et optimistes en ce qui concerne l'usage que l'on va faire de ces innovations technologiques. Vous ne faites pas partie de ceux qui pensent qu'on va remplacer l'humain et qu'il faut être effrayé, j'imagine. Je pense qu'il faut l'être. C'est toujours un peu effrayant parce que la technologie en soi, elle est ni bonne ni mauvaise. C'est vraiment l'usage qu'on en fait. Il y a plein d'exemples par le passé qui montrent que une même technologie peut être utilisée à des fins qui finalement produisent des effets positifs et d'autres non. Donc il y aura toujours ce risque. Moi, je préfère être optimiste parce que voilà, je pense que c'est une posture qui est plus productive. Mais bien sûr, c'est quelque chose. Enfin, quand vous voyez la globalisation, on parlait tout à l'heure de ces marques de fast fashion où je ne sais pas si vous avez vu les vidéos des gens qui travaillent dans les entrepôts qui servent à la logistique de ces marques. C'est proprement surexploité, très monstrueux. Mal payé. Oui. Et donc, on voit bien qu'il y a toujours un revers de médaille. Donc oui, c'est quelque chose qui permet d'améliorer la productivité de la chaîne logistique, mais le revers de la médaille, c'est effectivement des conditions de travail qui sont déplorables. Donc il faut que nous, je pense, investisseurs, acteurs de ces secteurs-là, qui sommes attachés à un certain nombre de valeurs, on se batte comme on peut. C'est pas toujours facile parce que la réglementation ne nous permet pas forcément de lutter contre ces pratiques-là. Mais je pense qu'il faut qu'on essaye de mettre en avant nos principes. Quand on sera confronté à des cas d'usage de l'intelligence artificielle où il faudra qu'on pose très fortement nos principes, je pense qu'il faudra qu'on soit là et qu'on le fasse de manière vocale. Est-ce que vous les éduquez un petit peu, entre guillemets, ces petites marques que vous financez pour aller dans un avenir que vous prenez, c'est-à-dire avec de la technologie utilisée à bon escient et une durabilité, peut-être une économie plus circulaire, avec une conscience en tout cas écologique? Absolument. Alors parfois, les fondateurs ou les fondatrices ont déjà cette volonté très fortement ancrée. Donc nous, on vient surtout essayer de leur donner les moyens de cette ambition. On a effectivement, grâce à notre passé d'investisseurs dans la technologie, je pense des choses à mettre à leur service, que ce soit dans le développement de leur stratégie e-commerce ou de l'utilisation de technologies. On va essayer avec Corelia Brands d'être aussi à l'affût de toutes les nouvelles technologies qui permettent de verdir les process de production, la teinture, les nouveaux matériaux, etc. Et donc, on va essayer de mettre à leur disposition des technologies qui vont leur permettre de devenir à la fois plus performantes, mais aussi plus vertueuses. Et donc, ça fait partie de la valeur ajoutée qu'on souhaite apporter. Est-ce que récemment, vous avez été bluffé par une nouvelle technologie, par exemple, qui sera utilisée plus tard dans la mode, et nous, qui écoutons ce podcast, ne serions pas encore au courant, par exemple? Je fais partie du jury du prix Innovation de l'Andam, et dans le cadre de ce prix, on voit tout un tas d'innovations qui sont absolument bluffantes. Donc, il y a beaucoup de réflexions, notamment sur les nouveaux matériaux, que je trouve vraiment
passionnantes, donc des nouveaux matériaux qui sont faits à partir de mycélium de champignons, à partir de lave, à partir de par exemple des cellules souches d'agneau ou de bœuf qui permettent de développer du cuir en laboratoire, enfin une peau en laboratoire qui est une peau développée vraiment dans des salles blanches, sans souffrance animale, et qui a un rendu totalement incroyable. Des matériaux qui ont des propriétés assez proches du cuir, qui sont développés de manière complètement végane. Et donc il y a des choses qui sont vraiment fascinantes aujourd'hui, et je pense que ça va, à partir du moment où on pourra industrialiser ces process, des procédés de teinture aussi qui sont beaucoup plus vertueux parce que c'est très polluant. Donc il y a beaucoup de choses, à mon avis, qui sont en ce moment en train de se préparer, qui vont améliorer les productions, la production de la mode. Donc là, on parle d'innovation. Est-ce que vous pensez que la tradition ancestrale de la Corée, de la France, de son savoir-faire, va perdurer? Alors, je l'espère. Dans la mode du futur. Je l'espère, parce qu'il y a des choses qui pourraient peut-être être robotisées, industrialisées, mais je pense au plissage, à la dentelle, à la broderie. Il y a des choses, et on a des savoir-faire extraordinaires en France, mais aussi dans plein d'autres pays, sur lesquels la grande difficulté, c'est de les maintenir, de les transmettre. Parfois, ce sont des traditions qui sont pas tellement écrites, donc qui exigent vraiment une transmission du maître à l'apprenti. Et c'est vrai qu'on voit beaucoup de savoir-faire comme ça qui disparaissent. Donc ça, il y a d'ailleurs beaucoup de grandes marques qui s'investissent, qui investissent des fonds et qui font en sorte de maintenir ces traditions. Ça, je suis très attachée à ça. En Corée, il y a une tradition du tissu, du papier. Il y a des choses qui sont très très belles, et ce serait affreux que ces choses-là disparaissent et que tout devienne automatisé et robotisé. Donc j'espère que oui, bien sûr, que il y aura encore des acteurs prêts à investir de l'argent, parfois à fond perdu, pour maintenir ces traditions qui font partie de l'histoire de l'humanité et qui méritent de perdurer à travers les âges. Oui. Sachant que le retour du vintage nous donne une indication que ce qui appartient au passé sera peut-être la star du futur. Oui, je pense qu'il y a toujours eu cet attachement à revisiter l'histoire, la tradition. Donc j'espère que c'est quelque chose qui va perdurer. Je pense que c'est réel. Enfin, moi, j'ai une fille qui a une vingtaine d'années, et je pense qu'elle aime bien les choses qui sont vintage. Je trouve des designs des années 70. Donc je pense qu'il y a un éternel retour de l'ancien, mais ça exige quand même plus que, je pense, un goût. Ça exige aussi vraiment une volonté d'acteurs industriels, d'acteurs économiques pour investir dans la formation, la transmission. Ce ne sont pas des choses qui sont gratuites, ce sont des choses qui ont un coût, et donc et aussi quelque chose de l'ordre du culturel. Essayer de transmettre aux jeunes d'aujourd'hui la beauté de ces métiers, la noblesse de ces métiers. Parfois, c'est pas facile. L'artisanat n'a pas toujours bonne presse, et donc je pense que c'est important aussi de donner toute leur lettre de noblesse à ces métiers extraordinaires qui sont des métiers de la main et de l'œil. Donc je prie pour que ces métiers puissent se transmettre de génération en génération. Et qu'on arrive à les croiser avec l'innovation, que Absolument. Tout ça arrive à coexister. Comment vous projetez-vous en tant que consommatrice du futur? Qu'est-ce qui sera nouveau? Comment on achètera? J'ai lu que, par exemple, en Corée, il y avait des jeux vidéo dans lesquels, pendant le jeu, arrivaient des marques ou des logos. Ça vous dit quelque chose? On pouvait cliquer dessus et tout d'un coup, ça vous renvoyait vers un lien qui vous permettait d'acheter un sac Louis Vuitton, par exemple, en un clic, et le lendemain, il était livré chez vous. Oui, alors ça, on l'a pas en France. Les Coréens sont assez champions en fait, il y a eu des métaverses depuis très très longtemps. Moi, je travaille avec une société qui s'appelle Naver, qui est mon investisseur principal. Ils ont développé ce métaverse qui s'appelle Zepeto, et dans lequel effectivement il y a beaucoup d'interactions entre votre avatar, les choses que vous pouvez mettre sur votre avatar. Donc il y a des collaborations avec toutes les marques de luxe. Donc votre avatar peut porter des choses de la dernière collection de grandes marques de luxe, et avec des liens pour effectivement ensuite aller acheter les objets en vrai, etc. Donc ça, c'est de fluidité entre la réalité virtuelle des mondes du gaming ou de l'entertainment vers l'économie réelle. Ça, c'est quelque chose qui est assez développé effectivement en Asie. Je ne sais pas si on est complètement prêt en Europe à passer plus de temps dans ces mondes virtuels, etc. Mais effectivement, c'est quelque chose qui existe. Et de manière générale, la réalité virtuelle, la réalité augmentée sont probablement des choses qui vont donner une autre expérience de consommation demain. Si vous pouvez vraiment scanner complètement votre corps et voir, en fait, essayer virtuellement des habits sans avoir à vous déplacer, c'est quelque chose qui va probablement changer aussi un peu la façon de consommer. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui vont changer dans les années à venir. Dans votre idéal, dans le futur de la mode, vous habilleriez comment?
C'est comme pour faire les courses de fruits et légumes, des choses comme ça. J'aime bien le côté pratique parfois de pouvoir commander depuis mon canapé et être livré rapidement. Mais je trouve que l'expérience physique, sensuelle, sensorielle, elle reste quand même quelque chose d'important. Sentir renifler une matière, sentir avec ses doigts le toucher d'un tissu, c'est quand même quelque chose qui reste important. Donc l'expérience idéalement du consommateur de demain sera vraiment un mix entre les deux qui permettra à la fois d'avoir encore cette expérience sensible, mais d'avoir le côté pratique une fois qu'on a eu la certitude que quelque chose nous plaisait, qu'on puisse l'acheter de manière peut-être plus fluide ou plus facile. Mais en tout cas, pour moi, c'est très, très important. L'expérience retail restera quand même une expérience intéressante. Et la Corée est un bon exemple pour ça, parce que donc on a à la fois ce phénomène que vous décriviez de virtualisation qui est très, très avancé, et en même temps, il y a des marques actuellement qui proposent des expériences retail qui sont incroyables et qui donnent vraiment envie de se déplacer, du Gentle Monster, du Adair Error. Aller en boutique d'une de ces marques, c'est vraiment faire une expérience qui est entre la galerie d'art contemporain, un jeu de rôle, enfin c'est vraiment extraordinaire et je trouve que c'est très inspirant. Allez, on va s'immerger quelques secondes dans ces fameuses boutiques dont parle Fleur. Gentle Monster, par exemple, en Corée, c'est vrai que c'est quelque chose. Il y a un décor artistique, immersif. On vit une vraie expérience. Dans un de leurs magasins à Séoul, il y a des visages de robots humanoïdes géants qui vous parlent. À Adair Error, c'est pareil. Effectivement, on n'entre pas dans une boutique, mais dans un musée d'art contemporain. La fédération a organisé une opération en Corée en janvier 2024 avec 40 marques adhérentes pour aller rencontrer des partenaires sur place. Et d'ailleurs, chaque année, la Fédération française du prêt-à-porter féminin accompagne plus de 300 marques vers l'international à travers des salons et des rencontres avec des acheteurs étrangers. Demain, la mode, ce sera plus d'accès pour plus de monde à des choses durables, qui soient financièrement plus accessibles. Demain, la mode, ce sera le jeu. Demain, la mode, ce sera plus de ponts avec l'art, avec la création. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci beaucoup. Demain, la mode. Le podcast de la Fédération française du prêt-à-porter féminin.